Voilà, bon, je pense que tout le monde est plus ou moins là, donc bonjour à nouveau. Je suis Jonathan Boulevin de MBuild Wallonie, la fédération du secteur de la construction. Je suis accompagné de Florence Poncelet de Buildwise, connue précédemment sous le nom de Centre scientifique et technique de la construction, qui sera là pour nous aider dans la séance de questions et réponses. Et également Anaïs Rouquier, ma collègue, coordonne la technique et vous la verrez un petit peu tout à l'heure également. Donc, c'est bien le second webinaire, le premier ayant eu lieu mardi. Donc, si c'est votre seconde participation, il y aura quelques répétitions en première partie. Désolé pour les autres, ce sera la découverte alors, avec une partie introductive bon, qui fixe à nouveau, si c'était nécessaire, le décor. Pourquoi parle-t-on de réemploi aujourd'hui? Mais si vous êtes là, je pense que vous avez certainement déjà une partie de la réponse. On parcourra rapidement le projet FCRBE, qui est celui dans le cadre duquel le webinaire est proposé et dans le cadre duquel les différents guides ont été élaborés. Et ensuite, on arrivera sur la vraie présentation des guides et la séance de questions et réponses. Vous pouvez poser les questions et les réponses via la section Q&A qui est à disposition, donc par écrit. Et on prendra le temps, un quart d'heure ou 20 minutes à la fin de l'heure qui est prévue. Je reprends ici une animation qu'on a réalisée en début de projet, simplement pour sensibiliser le plus grand nombre au sujet du réemploi dans le secteur de la construction, avec comme image choisie cette pyramide de Gizeh, une construction certes impressionnante, mais pas autant que la pyramide des déchets de construction que l'on produit chaque année en Belgique et encore plus aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France et dans l'Union européenne. Au total, on voit que notre pyramide est maintenant bien petite à côté de ces pyramides de déchets, je répète, produits annuellement par notre secteur. Un premier élément. L'impact ne se résume pas, bien sûr, à la production de déchets, mais bien sûr aussi à l'extraction des ressources. On estime que la moitié des ressources extraites dans le monde sont destinées au secteur de la construction. Un tiers de la consommation d'eau, des émissions de CO2, pareil. Et ce à quoi on ne pense peut-être pas assez souvent, c'est le gaspillage pendant les phases de construction sur le chantier, le gaspillage de matériaux, les chutes, les découpes et les matériaux qui ne sont pas utilisés correctement. Bon, la direction est assez claire puisque on estime en 2050, on aura encore doublé presque la quantité de matériaux nécessaires. La fabrication, la transformation des produits de construction elle-même est consommatrice de ressources et impactante à différents niveaux, que ce soit au niveau des émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, mais c'est peut-être le moins pire. Et ensuite, à nouveau, la production des déchets. Nous sommes le secteur le plus représenté dans cette production au niveau européen, mais aussi au niveau de chaque État membre, avec des niveaux de gestion qui diffèrent un petit peu, mais dans l'ensemble sont malgré tout assez proches. Donc, c'est-à-dire que malgré tout, il ne faut pas noircir le tableau plus que nécessaire, dans le sens où trois quarts de la production des déchets sont des matériaux inertes, c'est-à-dire des briques, des bricaillons, du béton, etc., qui font généralement l'objet d'une bonne valorisation, et certainement en Belgique et en Wallonie. Ça peut à nouveau différer un petit peu en fonction des États membres, mais dans l'ensemble, ça n'est pas le problème majeur. Par contre, la recherche d'un optimum de tri, que ce soit sur le chantier ou dans des centres spécialisés pour la fraction restante, donc les fameux 25%, on parle très souvent en masse de déchets, donc les 25% représentent un sacré volume également, puisque ce sont des matériaux moins pondéreux. Et donc voilà, ça c'est plutôt sur l'image une situation typique actuellement, donc avec des possibilités de valorisation assez faibles. Donc si on pose la question pourquoi parler de réemploi, est-ce qu'on ne recycle pas déjà assez? On a des bons taux de valorisation, notamment en Wallonie, on arrive à plus de 90% de valorisation de ces déchets en masse, mais quand on voit ce que cachent les pourcentages restants, il y a un sacré travail. De même, les matériaux inertes, même s'ils sont valorisés, ne sont pas toujours utilisés à leur plein potentiel, mais souvent utilisés dans des applications à plus faible valeur ajoutée, à moindre contrainte technique.
alors qu'en réalité, on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc déjà là, il y a de l'évolution possible, mais aujourd'hui, on parlera de l'étape suivante qui est celle du réemploi, tout simplement parce que selon la fameuse échelle de Lansing, eh bien, ces procédés sont eux-mêmes moins impactants que les procédés de recyclage qui nécessitent des transports, de la consommation de ressources, d'eau, d'électricité, et eux-mêmes représentent, si on peut dire, entre guillemets, une certaine nuisance. Par exemple, 20% des plastiques qui sont mis sur le marché européen sont consommés par le secteur de la construction. Un des défis, ben, c'est d'aller les récupérer en fin de vie des bâtiments. Alors, quand il s'agit de recyclage, on est, euh, on est très loin d'arriver à quelque chose on est très loin d'arriver à quelque chose d'aussi conséquent puisque ce sont des petites fractions de déchets éparpillées un petit peu partout. Donc, les transports font partie de l'équation. La logistique sont eux-mêmes la logistique est elle-même à l'origine d'un gros impact. Et via le réemploi, on essaye aussi de résoudre cette problématique en tendant vers des circuits plus courts et plus locaux. Donc, face à ce constat du début de présentation pour le moins alarmant, mais vous ne le découvrez pas, j'imagine, quelle solution? Construire moins ou utiliser moins de matériaux? On va partir vers la seconde aujourd'hui. On inscrira le réemploi et la réutilisation dans le champ de l'économie circulaire et plus précisément de l'urban mining. Alors, il est certainement utile de préciser qu'on ne fera pas de distinction entre réemploi et réutilisation à notre niveau et dans les guides qui sont proposés, tout simplement parce qu'en fonction des régions, on a des définitions qui peuvent différer et parfois on a même, comme en Belgique, l'absence de distinction dans l'usage courant ainsi que dans les premiers, dans le premier cadre réglementaire qui apparaît. Donc, ça ne nous semble pas judicieux de faire cette distinction. Donc, on va les prendre comme synonymes. Cet urban mining, qui consiste à avoir la ville comme une source de matériaux, est particulièrement adéquat pour des régions comme les nôtres où les matières premières sont peu exploitées ou tout simplement inexistantes. Donc, on essaie par là de viser moins de pression sur la matière première, d'aller vers des circuits plus courts et moins de production de déchets. La distinction entre réemploi et recyclage, eh bien, premièrement, est-ce qu'on doit parler de gestion des déchets lorsqu'on parle de réemploi? C'est pas forcément évident parce qu'on sous-entend immédiatement la question de est-ce que les matériaux récupérés et remis en œuvre ont un statut de déchet ou pas? Et idéalement, il ne devrait pas en avoir. L'avoir, on va voir ça un peu plus tard. Mais bon, on peut malgré tout, au sens des directives européennes, parler d'un mode de gestion de déchets et on va faire la distinction alors au niveau de la valorisation allez, on va reprendre une phrase correcte. Dans le cadre du réemploi, il n'y a pas de transformation physique ou chimique, comme il peut y en avoir dans le cadre du recyclage, ce qui est bien à l'origine d'un moindre impact et qui est quand même la distinction première à faire pour ne pas confondre les deux concepts, et ça arrive plus souvent qu'on peut le penser. Donc évidemment, pas de nouvelle production, des boucles d'utilisation plus courtes, et au plus court, la boucle sera, et au plus vertueux, on sera au niveau environnemental et économique certainement. Donc le réemploi sur site sera le plus avantageux à cet égard. Le réemploi est resté un usage courant pour certains types de matériaux, notamment tout ce qui concerne les pierres naturelles. C'est pas vraiment une pratique qui a disparu. Par contre, pour d'autres éléments, c'est certainement depuis les années 50, quand l'industrialisation, la mécanisation, la construction plus rapide et plus économique, et donc finalement l'énergie plus abondante ont permis un développement des matériaux neufs tel que tout le système constructif aujourd'hui tourne autour de ces matériaux neufs, tout le processus et tout le cadre normatif et réglementaire ne prend plus que ces matériaux neufs en compte. Et donc, c'est la difficulté maintenant, c'est que si il est vrai que certains matériaux ont toujours été réemployés et continuent à l'être, ils le sont dans un cadre beaucoup plus contraint actuellement, d'où
la nécessité de se pencher sur leur cas actuellement. Mais gardons en tête qu'il ne s'agit absolument pas d'une nouvelle pratique, bien entendu. Donc, en résumé, en une seule image, voici ce qu'on tente d'expliquer aujourd'hui. Leur emploi intégré dans l'économie circulaire, mais il faut pas dissocier ce principe des autres, notamment euh, on parle d'éco-conception ou oui, d'éco-conception des bâtiments. Ça va de pair, on y reviendra également, puisque si les bâtiments ne sont pas conçus de manière à ce qu'on puisse réemployer les éléments à la fin de leur usage ou lors des transformations, eh bien là, on est en train de créer des problèmes. Je ne vais pas repasser sur la définition d'économie circulaire. Ce serait peut-être un peu répétitif pour vous en tant que spécialiste, j'imagine. Ce qu'il est important de noter, cependant, c'est que si le réemploi aujourd'hui des éléments de construction est plutôt une pratique sur base volontaire, de plus en plus clairement, on se dirige vers quelque chose qui présente un caractère obligatoire, au moins pour certains aspects, que ce soit pour l'extraction ou l'intégration des éléments de réemploi. Et ces évolutions s'observent à différents niveaux, que ce soit bien entendu en premier lieu au niveau européen, avec un cadre général qui est celui du Green Deal européen, qui concerne tous les secteurs et bien entendu le nôtre, et qui s'efforce de parvenir à une durabilité généralisée, pour le résumer très rapidement. Mais également, le Circular Economy Action Plan prévoit différentes mesures, notamment on parle de taxonomie, on parle de règlements sur les produits de construction qui pourraient avoir un impact important sur les matériaux de réemploi. Faut-il considérer les matériaux de réemploi comme des produits ou pas? Donc, on est dans le flou actuellement, mais il se pourrait que ce qui arrive comme clarification n'aille pas dans un sens adéquat. Donc, c'est un sujet à surveiller. Et également les différents systèmes d'évaluation et de mesure de l'impact environnemental sont des outils qui nous permettent de mesurer l'efficacité de ces actions. Et donc, découle de ça, je ne les ai pas reprises ici, mais des évolutions réglementaires locales pour chaque région ou pour chaque État membre qui les transpose. Et c'est le cas en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles et également en France, aux Pays-Bas et au-delà. Je n'ai pas toutes les informations, mais au moins pour ces régions-là, on est certain qu'à assez court terme, le réemploi ne sera plus que volontaire. D'où l'intérêt aujourd'hui de proposer ces outils, les outils qui vont être exposés juste dans la diapositive suivante. Et d'où l'intérêt d'avoir une démarche volontaire et de bénéficier des soutiens qui sont mis en place par les différentes régions pour expérimenter ces pratiques et être opérationnel au moment de l'entrée en vigueur du caractère obligatoire. Donc le projet FCRBE, qui vise à faciliter la circulation des éléments de l'emploi dans le secteur de la construction, eh bien, il arrive à son terme, ici en fin d'année 2023. Et donc, il a, peut-être que vous connaissez déjà une série des livrables, mais ceux qui sont devenus des classiques, les voici. Il y a le guide pour réaliser un inventaire pré-démolition, qu'on a parfois aussi nommé le guide, la méthodologie d'audit pré-déconstruction. On a d'autre part son pendant qui est le guide consacré à l'intégration des éléments de réemploi. Donc, dans le cadre de projets à grande échelle également, et même dans le cadre de projets publics. Ces deux guides sont assortis d'un catalogue de 36 fiches matériaux, sur lesquelles on va revenir brièvement, ainsi que différentes méthodes, dont une qui vise à fixer, mesurer et rapporter des objectifs de remploi, ce qui est particulièrement utile et complexe dans le cadre de marchés publics. C'est également un classique, mais rappelons l'existence du site de la plateforme opalis.eu, qui a été énormément enrichi grâce aux actions du projet FCRBE, et donc qui est un annuaire de professionnels en matériaux de construction de réemploi. Ce n'est pas une plateforme d'échange, mais bien un annuaire, mais un annuaire quand même très riche, sur lesquels vous pourrez retrouver
des projets exemplaires, des fiches, des conseils par rapport à l'utilisation de matériaux et d'autres types de documentation. Donc, y compris celles qu'on est en train de parcourir maintenant, par exemple les 36 fiches matériaux. Vous pourrez également télécharger via le site officiel du projet qui est ici donné, donc nordwesteurope.eu/fcrbe. Vous aurez accès à tous les documents présentés en 3 langues, français, néerlandais et anglais. Donc, on commencer déjà par le guide pour réaliser l'inventaire, celui également pour l'intégration des éléments, qui présente vraiment des scénarios différents euh, pour coller à un ensemble de cas de figure qui peuvent se présenter dans le cas de marché public et différentes contraintes associées. Donc, trouver la voie qui vous convient. Pareil, téléchargement en 3 langues. Les 36 fiches, alors, sont euh, c'est aussi un des livrables, un des outils à consulter en tout premier lieu, puisque c'est vraiment le condensé de l'état de l'art, de l'expérience des opérateurs unis dans le cadre du projet, euh, transposé sur 36, enfin pour 36 matériaux différents, qui sont soit des matériaux classiques dans le réemploi, si on peut utiliser le terme classique, mais en tout cas dont le réemploi n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et puis, il y a des choses un petit peu moins répandues, mais pour lesquelles il y a tout de même de précieux conseils à prendre. Donc, ça concerne la description du matériau, c'est-à-dire comment détecter qu'un matériau puisse correspondre à un matériau potentiellement réemployable. Il y a parfois des indices qui permettent de le déceler et qui ne sont, ouais, qu'on apprend avec l'expérience, donc ça fait gagner énormément de temps. Et puis, pas mal de conseils concernant les tests de démontage, le traitement qu'on peut appliquer à ces matériaux, les mesures à prendre pour le stockage et également pour le transport. Et finalement aussi des caractéristiques techniques si elles s'appliquent, euh, notamment quelles sont les normes auxquelles il faut être vigilant et par rapport auxquelles on peut se référer et parfois enfin même souvent quelques indications sur la disponibilité et les prix, bien que ce soit un exercice difficile. Les opérations pilotes qui ont eu le cadre qui ont eu lieu dans le cadre du projet sont venues alimenter ces différents livrables. Il y en a encore toute une série, mais je vais m'arrêter là pour la présentation du projet et arriver sur le contenu des nouveaux guides aujourd'hui. Alors, on est bien dans la seconde et dernière partie du projet, qui est une partie de capitalisation. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi encore venir avec 6 guides alors qu'il y a déjà toute cette documentation extrêmement dense et utile déjà aux entrepreneurs du secteur de la construction. Et là, justement, c'est lié à l'observation qu'il y a beaucoup de documents et qu'on n'a pas forcément plusieurs jours, voire semaines à consacrer en tant qu'entrepreneur à trouver les informations adéquates. Donc, les guides euh, présentent une partie, une sorte de tronc commun, et puis des parties spécialisées avec différents exemples qui sont pertinents pour les spécialités en question. Donc, il s'agit aujourd'hui de parler des guides consacrés au métier du bois et aux couvreurs. Et nous avons vu mardi les guides consacrés aux entrepreneurs généraux et aux entrepreneurs de finition. Donc, on aura encore un dernier webinaire. Et tous ces documents seront disponibles également en 3 langues sur le même site dans les 15 jours et les liens vous seront transmis par email en tant que participant à ces webinaires. Donc, l'objectif, comme je le disais, est de partir sur un unique document qui va vous donner le point de départ pour répondre à toute une série de questions plus ou moins dans l'ordre qu'elles se posent lorsqu'on est confronté pour la première fois, ou pas pour la première fois, mais lorsqu'on est confronté à des questions liées au réemploi et on se pose naturellement euh, toute une série d'interrogations liées aux obstacles courants. Donc, c'est vraiment le résumé. Et puis, vous avez euh, les références vers les livrables les plus pertinents à lire si vous voulez plus d'informations en fonction du sujet que vous êtes en train de consulter. Donc, vous pouvez consulter les guides directement dans la partie qui vous intéresse si vous n'avez éventuellement pas le temps de vous consacrer
aux 50 ou 60 pages qu'ils contiennent, et puis revenir sur d'autres parties dans un autre temps, puisqu'on couvre à la fois les questions liées à l'extraction des matériaux, à l'intégration des matériaux, et vous allez voir à toutes les questions pièges qu'on peut se poser. Donc, ce qui diffère des autres livrables, c'est que cette fois, bien, on a aussi eu des entretiens avec des professionnels expérimentés, ainsi que différents ateliers au premier semestre de cette année, où on a réuni des personnes pour continuer à débattre du sujet. Donc, c'est vraiment la documentation la plus à jour. Et voici les six guides réunis sur cette diapositive, dont les objectifs sont bien de récupérer les matériaux et construire avec des matériaux, pour le dire simplement. Donc aujourd'hui, il sera question du guide orange et du guide bleu, respectivement pour les métiers du bois et pour les couvreurs. Alors, qu'allez-vous trouver dans ces guides? On va parcourir leur structure et quelques éléments qu'ils contiennent, quelques exemples. Bien sûr, l'objectif n'est pas de le lire maintenant, ce sera pour vous un peu plus tard, mais ainsi vous ne devrez même pas les ouvrir pour savoir s'ils vous intéressent ou pas. Alors, ce qui change pour les entrepreneurs, voici la partie introductive du guide. Eh bien, la toute première chose, c'est naturellement des sources d'approvisionnement différentes quand on parle de matériaux de réemploi. Et ça va plus loin que ça, puisque selon les cas, les entreprises devront, on vous demandera de fournir ou de poser les matériaux, ou bien les deux. Et donc, ça sous-entend des questions d'approvisionnement auprès de filières alternatives. Et d'autre part, ça signifie également une augmentation de la demande en démontage soigneux, en démantèlement, en lieu et place d'une démolition plus classique. Donc, c'est deux aspects complémentaires. Et la question qui en découle tout naturellement, c'est celle de la remise des prix, de la construction des offres et de comment on intègre ces pratiques dans des cahiers des charges. Donc, le premier aspect, c'est que le travail par rapport à des matériaux neufs, c'est qu'ici, on va privilégier souvent un travail local et très spécialisé, que ce soit pour les opérations de démontage, nettoyage, de traitement et de stockage, d'autant plus que les matériaux de réemploi, qui sont couramment réemployés, ne sont pas les mêmes de région en région, et ça peut parfois varier assez vite en quelques dizaines de kilomètres. Donc, même sur un territoire comme la Belgique, on peut avoir des spécialités locales différentes d'ouest en est, et donc ça renforce encore cette observation de travail local et spécialisé. Concernant le prix, on va voir dans ce guide enfin, les méthodes, les indications qui sont, qui sont données concernant le prix des matériaux de réemploi. Mais évidemment, il n'y a que deux situations. Soit ils sont plus chers ou moins chers que le matériau neuf. Et un des premiers freins qui est naturellement évoqué, c'est un surcoût par rapport au matériau neuf. Alors bien entendu, il faut pouvoir comparer des choses comparables, que ce soit en qualité, en rareté, éventuellement en ancienneté. On peut aller même jusqu'à l'extrême dans le domaine du patrimoine. Et puis, ce qui est notable également, c'est que quand on parle d'un coût pour le matériau de réemploi, c'est qu'on déplace très fortement le coût de la matière vers la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on paye beaucoup plus de travail lié à ces matériaux que le coût du matériau lui-même, bien entendu, au contraire des éléments neufs pour lesquels on ne paye finalement que le matériau et très très peu de main-d'œuvre, d'autant plus que c'est de la main-d'œuvre très généralement très bon marché et très loin d'ici. Le rôle de l'entrepreneur, c'est pas juste de trouver des matériaux, de les fournir et de les enlever, c'est aussi un rôle de conseil, de sensibilisation des maîtres d'ouvrage et architectes, l'intégration de la thématique du réemploi dans une équipe réunie autour d'un projet. C'est également éventuellement la gestion d'un stock, même d'un stock temporaire lié aux matériaux de réemploi, un stock qui peut être constitué de chantier à chantier. Et c'est surtout une diversification de services et la construction de partenariats avec des entreprises locales et qui présentent une expertise particulière. Donc, c'est tout un rôle de conseil qui est certainement pas anecdotique. On va le voir. Le guide se poursuit avec la question centrale de quels sont les matériaux qui peuvent être récupérés et réemployés.
Alors bien sûr, il y a différentes approches. On peut commencer par se dire que tout est potentiellement réemployable à partir du moment où on a le temps et le budget pour le faire. Alors c'est bien entendu pas l'objectif ici. D'autre part, on peut travailler par analogie avec un marché des matériaux de réemploi qui est existant, pour rappel, dont vous avez un aperçu via Opalis. Et donc travailler par analogie et se dire, tiens, ça, c'est quelque chose pour lequel il existe des opérateurs ou pas, et on a des idées, éventuellement déjà des prix et de l'intérêt que ça peut présenter pour des acquéreurs. Ou bien on travaille, on va voir ça dans la diapositive suivante, avec une liste de facteurs d'influence positive ou négative qui vont nous donner des indices sur le fait que le matériau soit réemployable ou présente un bon potentiel ou pas. Et donc, des exemples très concrets sont donnés pour toute une série de matériaux dont on voit une sélection ici sur la diapositive. Pour les métiers du bois, ben, il y a quelques classiques, hein, mais d'autres qui le sont un petit peu moins. Donc tout ce qui concerne le bois, la mêlée collée, le bois de grange, les parquets, les menuiseries extérieures, intérieures, même les escaliers, etc. Oui, portes, fenêtres, etc. sont des exemples qui ont été pris sur lesquels le guide est basé. Donc que vous retrouverez plus en détail. Pour le guide à l'attention des couvreurs, Bien, bien entendu, tout ce qui concerne les tuiles en terre cuite, mais également le bois de charpente, les ardoises naturelles et peut-être de manière un peu moins classique, les panneaux isolants, quelle que soit leur matière, ou bien les fenêtres de toit sont également des exemples qui sont pris et qui sont détaillés dans les différentes sections du guide. Alors, quelles sont justement les sections suivantes, outre cette longue introduction que je viens de parcourir? Eh bien, on a différents chapitres qui vont couvrir les différentes phases du chantier finalement. Donc, c'est dans un ordre assez logique, avec les premières questions qui sont comment concrètement récupérer les matériaux. Donc, on va parler là d'inventaire, de comment déposer, trier les matériaux. Puis, on a un chapitre 4 consacré aux matériaux, à la préparation des matériaux de remploi. Donc, quels sont les différents traitements qu'on peut leur appliquer ou qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer au contraire. Ça se poursuit avec la destination des matériaux récupérés, ou au contraire, comment acquérir des matériaux si on ne les acquiert pas sur un chantier directement. Et on termine avec la construction en tant que telle, c'est-à-dire faire face à des exigences techniques. Qu'est-il raisonnable d'exiger, justement, en tant que maître d'ouvrage ou pas? Mais, à nouveau, le guide n'est pas destiné aux maîtres d'ouvrage, mais aux entrepreneurs, mais l'entrepreneur va recevoir un cahier des charges, donc c'est important de savoir à quoi s'attendre et ce qui est raisonnable ou pas raisonnable d'attendre et quel type de réponse on peut fournir. Quelles sont les solutions de repli, les alternatives qu'on peut proposer en cas de non-atteinte des objectifs, comment formuler les objectifs, etc. Ça va se trouver dans ce chapitre. Et le septième n'est pas représenté ici, mais concerne le prix. Mais on va quand même y jeter un œil. Donc, au niveau du troisième chapitre, voici la liste des critères positifs ou négatifs qui peuvent influer qui vont nous donner des indices sur le potentiel ou pas de réemploi. Donc, c'est assez intuitif, mais ça vaut quand même la peine de se poser la question sur la démontabilité et la simplicité de déconstruction, tout simplement. Sur l'état général, les quantités, une bonne quantité de matériaux va forcément avoir une influence positive, puisqu'on pourra, mal- même après une perte éventuelle, on aura toujours des lots intéressants. On pourra éventuellement reconfigurer les lots et faire des découpes, etc., etc. Le bénéfice environnemental, le but n'est pas de réemployer des choses qui sont par ailleurs produites avec un impact environnemental très faible aujourd'hui, etc., etc. Je ne vais pas lire de manière exhaustive, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais d'autre part, les critères d'influence négative peuvent être plus subjectifs, hein, puisque c'est lié aussi à une attente des clients, donc il y a des critères peut-être d'esthétique ou de mode à prendre en compte, mais ça, c'est la partie subjective, mais par contre, il y a quand même des critères liés à la santé, à la sécurité. Évidemment, quand on parle des métiers de la toiture, eh bien,
tout ce qui concerne l'amiante, c'est certainement pas nécessaire d'en reparler ici, mais doit faire, et les différentes substances dangereuses qu'on peut retrouver doivent faire l'objet d'une attention particulière. Alors, le guide est agrémenté d'exemples, comme je le disais, donc qui sont évidemment pas tous repris dans la présentation, ce serait beaucoup trop long. Et voilà, pour le métier du bois, ben, l'exemple ici des poutres en bois massif, comme on dit très justement, ne date pas d'hier et se présente, se prête assez facilement de nouveaux usages. Par contre, le potentiel de réemploi de fenêtres et portes en bois est beaucoup plus sujet à discussion et au contexte du projet. En cas de réemploi, en cas de réemploi par exemple, de fenêtres, c'est-à-dire qu'il y a des exigences techniques particulières, notamment en termes d'isolation, etc., ben, l'usage est peut-être lié à des essais ou des tests préalables. Et d'autre part, ben, si on estime qu'on n'atteint pas les performances requises, ben, il est aussi possible d'avoir des moyens de contourner ce problème, soit en visant des applications moins exigeantes, c'est-à-dire que c'est très classique d'utiliser des anciens châssis, par exemple, pour faire des séparations intérieures ou ce genre de choses. Au contraire, pour ce qui concerne les tuiles en terre cuite, bien là, c'est plus ou moins la liste exhaustive de tous les critères d'influence négative. Positif, par contre, et très peu de critères d'influence négative. Donc, que ce soit au niveau de la durabilité, de la facilité de démontage, le stockage qui est peu exigeant, le caractère modulaire, etc. C'est vraiment le cas typique de matériaux réemployables. Alors, comment évaluer le potentiel? Outre ben voilà, ces critères sur lesquels on peut s'interroger, mais l'outil central est quand même l'inventaire réemploi et toute la méthodologie qui tourne autour et qui est présentée dans le guide qui est repris en illustration ici. Et donc ça, c'est des choses qui vont se retrouver de manière beaucoup plus courante à l'avenir dans des chantiers d'envergure un peu plus importante, dans un premier temps, ou dans les chantiers publics. Donc vous avez des éléments dans les guides dont je suis en train de vous parler. Et puis, si vous voulez aller plus loin sur comment réaliser cet audit, normalement, c'est pas vous en tant qu'entrepreneur ou enfin, pas dans la majorité des cas, vous pouvez le faire. C'est pas la première question que vous allez vous poser, mais si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à aller voir les documents correspondants. Notre guide, lui, se poursuit dans ce chapitre 3 avec des explications, des expériences et des exemples concernant les différentes étapes du processus de récupération. Donc, une fois qu'on a évalué le potentiel et qu'on se dit, bon, là, il y a quand même quelque chose d'intéressant, il y a les différentes étapes de démantèlement, de tri, de transport et de stockage qui sont détaillées avec des spécificités liées au métier. Et voilà, un exemple qui est pris ici, concernant les couvreurs, ben, on a au niveau du démantèlement quelques considérations concernant les tuiles. Voilà. Il y en a beaucoup plus que ça à nouveau, mais c'est une petite sélection. Donc, notamment ici, ben, l'expérience montre qu'il faut accorder une attention particulière à la méthode de fixation des tuiles faîtières, puisqu'elles peuvent être posées sur un lit de mortier. Donc, ça peut être quelque chose auquel on n'a pas fait attention au moment d'évaluer une quantité, par exemple, ou la facilité de démontage de ces tuiles. Donc, c'est d'autant plus intéressant de consacrer du temps à la lecture de ces exemples. Concernant le stockage des planches en bois, ben, même si c'est quelque chose qui, a priori, ne demande pas moult réflexion, eh bien, vous en avez quand même ici qui vous permettent d'être beaucoup plus efficient et surtout d'éviter des pertes liées au stockage et au transport. Je ne peux pas lire l'exemple. Voilà. Cela se poursuit, donc le chapitre se poursuit, outre ces différentes considérations, avec les clauses techniques auxquelles on peut faire face dans un cahier de charge. Et en quoi ces clauses diffèrent-elles d'un cahier de charge qui parle de matériaux neufs? Bien, évidemment, on va parler des caractéristiques des matériaux à réemployer, des méthodes de déconstruction qui peuvent être plus ou moins détaillées, ou simplement des objectifs qui peuvent être fixés, des méthodes de tri et de sélection, quels sont les matériaux qu'on doit disqualifier s'ils présentent
un coin abîmé ou allez, une usure particulière, etc. Donc des choses qu'on n'aurait pas prises en considération dans un premier temps. L'évacuation, comment gère-t-on l'évacuation des matériaux qui finalement s'avèrent non réutilisables? Quelles sont les dispositions concernant le nettoyage, le transport, le conditionnement et d'autres questions moins techniques mais tout aussi importantes concernant la propriété, à qui les matériaux appartiennent-ils et comment assure-t-on des moyens de preuve et de traçabilité pour ces matériaux. Donc voici des choses qui peuvent toutes être détaillées plus ou moins dans un cahier de charges et auquel il faut pouvoir donner satisfaction. Donc voici quelques exemples concernant les métiers qu'on est en train d'explorer aujourd'hui. Eh bien, là, tester les poutres en bois au moyen d'éprouvettes adhésives, les poutres en bois qui ont été en contact avec de l'amiante pour déceler toute contamination éventuelle. Si ce test s'avère positif, alors on élimine. Donc ça, voilà, c'est concernant l'amiante, c'est le critère qui va permettre de disqualifier. Euh, ou bien d'autres exemples. J'essaie de ne pas tout lire ici, mais si je prends le dernier exemple, ben, il y a lieu d'entreposer les poutres en bois au sec, hors sol, en veillant à ce qu'elles bénéficient d'une ventilation suffisante, pas de recouvrement des poutres. On ne va pas on va éviter de les emballer dans des films, par exemple, ou ce genre de choses. Euh, Ne pas oublier les questions liées à la manutention, donc l'enfournement de fourches d'un chariot élévateur, etc. Donc, des choses qui vont nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Voici un autre exemple de clause qui ici fixe un objectif de réemploi, donc sur la gauche de l'écran, et un autre exemple où l'entreprise est amenée à fixer elle-même, enfin, à donner des objectifs qu'elle fixe. Donc, il y a différentes manières. Ça, c'est l'objet d'un livrable que vous trouverez aussi sur le site internet du projet, un des derniers livrables euh, qui a été réalisé concernant le moyen de mesurer, de définir et de justifier ces objectifs. Donc, sur l'exemple ici, ben, si on prend l'exemple, allez, euh, on a 80% du nombre de radiateurs, ça c'est un objectif. On a 50% en volume, donc ça peut être soit une quantité, un nombre d'unités, un volume pour le bois de charpente ici, une surface, mais ça peut être d'autres types d'objectifs, euh, allez, y compris en tonnes, en volume, en valeur monétaire, en nombre d'euros. Ça peut être aussi des obligations de moyens ou des obligations de résultats qui peuvent apparaître dans les différents cahiers des charges. Donc, ces différentes situations sont exposées dans le guide. Et juste avant de passer au chapitre 4, celui-ci est consacré au traitement. Donc, j'ai pris pour exemple Euh, on a énormément d'exemples de traitement pour ce qui concerne le métier du bois. Mais les plus évidents concernent le retrait des éléments métalliques, premièrement. Puis le séchage est aussi voire le séchage artificiel dans certains cas, peuvent être des traitements appropriés pour assurer un bon potentiel de remploi. Ici, d'autres exemples concernant les planches, mais le nettoyage des champs. Les champs droits ainsi que les rainures et languettes sont susceptibles d'être encrassés par des résidus de colle ou par des impuretés, donc il convient de les nettoyer soigneusement à l'aide de ciseaux à bois pour éviter des complications lors de leur pose. On peut imaginer des opérations de rabotage aussi pour aller réparer une couche d'usure, éliminer des résidus de colle, égaliser des planches, etc. Et tout ça va, bien sûr, ça représente du temps et des moyens, et d'autre part, ça augmente de manière très significative le potentiel de réemploi, voire ça évite la transformation en déchets. Et justement, c'est une des questions récurrentes qui est ici couverte. Évidemment, il n'y a pas une solution définitive, mais quand même de bons guides basés sur l'expérience. Est-ce que le matériau est un déchet ou pas? On vous laissera, vous laisser le soin de prendre connaissance de la réponse détaillée. Mais pour en faire court, à partir du moment où on démonte un élément avec un usage qui est déjà prévu et certain, alors on ne passera pas par le statut de déchet et c'est quand même quelque chose d'assez avantageux.
Que faire avec les matériaux récupérés? Euh, eh bien, vous avez différentes solutions. Ça fait écho à ce qu'on disait au début de la présentation. Vous avez le marché des revendeurs, des opérateurs professionnels, et ce ne sont pas que des vendeurs, bien sûr. Et donc là, on fait référence à nouveau à Opalis. Vous avez aussi les plateformes en ligne, les plateformes d'échange, cette fois. Ça peut être aussi simple, entre guillemets, que des sites grand public tels que Deuxième Main en Belgique ou marktplaats.nl ou Le Bon Coin en France, mais il y a bien sûr des choses, des plateformes beaucoup plus spécialisées, dont voici une petite sélection, et il en existe énormément et bien plus que ce qui a pu être pris dans le guide. Voici quelques-unes qui sont assez largement reconnues. Et puis, vous avez soit la possibilité d'approvisionner ou de vous approvisionner en lien avec d'autres chantiers, qu'il s'agisse de chantiers du même client ou du même entrepreneur, voilà, ou même allez, de la même entité publique. Allez, voilà. Les partenariats et les dons sont également couverts comme situation dans ce chapitre 5, bien que le don soit peut-être un schéma un peu moins répandu, mais ça vaut la peine de se poser les questions liées à ce don. Comment construire avec les matériaux de réemploi? Je vais essayer de terminer dans les temps. Eh bien, là, on entre dans toute une autre catégorie de questions et de freins récurrents. Alors, comment répondre à un cahier des charges? Ben, et comment établir le cahier des charges également? Ben, d'abord, il faut savoir que certaines exigences sont impossibles à satisfaire, que ce soit au niveau de marquage CE, que ce soit au niveau de caractéristiques trop précises pour trouver quelque chose qui corresponde en matériaux de réemploi, et donc on sera obligé de se diriger vers des matériaux neufs, ou exiger des classes de qualité qui soient adaptées aux matériaux neufs, mais pas aux matériaux de réemploi. Alors, concernant la question du marquage CE, il y a plusieurs plusieurs considérations dans ce chapitre qui donnent des situations où différentes situations qui donnent la justification si oui ou non ça devrait être exigé. Et c'est à nouveau des choses, il faut garder en tête, qui risquent d'évoluer assez fortement dans un avenir proche, mais vous trouverez quand même les réponses à ces questions-là. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu technique pour la présentation du guide généraliste qu'on est en train de faire. Euh, il est également enfin, il est- la flexibilité de rigueur des deux côtés du cahier des charges, hein, que ce soit au niveau de l'auteur ou celui qui y répond, mais prévoir des procédures de négociation, des solutions de repli, clauses de révision, des listes de prix unitaires, etc. sont tous des bons conseils qu'on pourra donner aux différentes parties prenantes. Et il est intéressant de signaler différents outils, dont un qui est celui du cahier des charges type du bâtiment, qui est utilisé en Belgique, en Wallonie, et qui s'est vu ajouter assez récemment un bon paquet, 70 ou 70 clauses qui permettent la prescription des éléments de réemploi. Donc là, certaines clauses sont reprises en exemple dans le guide, et bien entendu, vous pouvez les consulter de manière détaillée et exhaustive via le site internet lié au cahier des charges. S'ensuit la question de la performance technique lorsqu'on veut construire avec des matériaux de réemploi. Alors, pour définir le problème, eh bien, c'est que contrairement aux produits neufs, les matériaux de réemploi ne sont pas produits en série, évidemment, ni dans un environnement contrôlé, et il manque souvent d'informations sur les propriétés, alors qu'on attend d'eux qu'ils offrent des performances conformes aux mêmes exigences réglementaires que les nouveaux produits. Donc, un procédé, oui, une méthodologie est proposée dans le guide et détaillé plus dans un autre livrable qui est donné en lien, dans un autre livrable du projet, mais vous avez quand même un bon aperçu de comment peut-on résoudre ce problème dans le cadre de vos projets. Et donc, la méthodologie qui est proposée consiste à mettre en rapport les exigences qu'on a par rapport à une application visée, ainsi que l'analyse de l'historique des produits et de définir une méthodologie d'évaluation qui soit
en rapport avec les ambitions fixées. Et donc, qui, pour finir, peuvent évoluer, qui peuvent évoluer, qui peuvent aboutir à l'évaluation des performances techniques. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tester chaque brique ou chaque carrelage, mais en fonction de l'application et de ce qu'on sait du matériau, bien, on va ajuster le niveau. Donc, pour les niveaux les plus contraignants, tels que le réemploi de structures acier, comme certains projets le font actuellement, bien, on sera dans l'extrême en matière d'évaluation technique. D'autre part, si on veut juste réemployer une brique dans un mur, là, il sera peut-être pas nécessaire d'avoir la moindre évaluation outre que visuelle. Donc, ces évaluations peuvent arriver à différents moments, que ce soit sur site, enfin in situ, avant même l'extraction des matériaux, mais aussi également au niveau de la déconstruction, de la préparation. Là, on travaillera plutôt par essai en laboratoire. Et puis, il est également possible d'évaluer la performance finalement lorsque l'élément ou le matériau a été remis en œuvre. Mais à ce moment-là, il faut quand même avoir bien encadré son procédé pour quand même avoir de bonnes chances d'aboutir à quelque chose de positif. Sinon, ça peut économiquement s'avérer assez compliqué. Mais il y a des cas où c'est la méthode la plus pertinente finalement. Et donc, finalement, les fournisseurs professionnels d'éléments réutilisables, réemployables ou réemployés, ils assument rarement la responsabilité des performances techniques et garantissent éventuellement la cohérence visuelle et certaines caractéristiques esthétiques, mais ne fourniront jamais toutes les garanties, ne prendront jamais toute la responsabilité euh, qu'on pourrait comparable à des matériaux neufs. Donc, ça veut dire que la responsabilité, elle est assumée, voire répartie vers d'autres partenaires. Et donc, le guide propose d'abord allez, une façon visuelle selon la chronologie des événements, une façon visuelle de voir comment les différentes parties prenantes peuvent prendre une part de responsabilité ou en tout cas prendre des mesures qui visent à encadrer le risque et à limiter le risque envers l'intervention de l'entrepreneur ou du déconstructeur. Mais finalement, il y a autant de solutions que de projets, presque. Et donc, c'est quelque chose qui se construit à toutes les étapes, d'où l'importance que ce soit posé le plus tôt possible dans un projet, dans la création d'un projet. Aussi, sinon, les responsabilités et ben oui, toutes les garanties devront être apportées par un nombre plus restreint de parties prenantes et c'est pas souhaitable dans le cadre actuel du réemploi des matériaux de construction. Pour terminer, celui par lequel certains vont peut-être commencer, c'est le chapitre qui couvre l'estimation des coûts pour l'extraction et l'intégration des matériaux de réemploi. Alors, c'est réparti en différentes catégories. On parle d'abord de la dépose avec à nouveau des critères d'influence négative, enfin, oui, des critères négatifs qui influencent négativement le coût ou au contraire qui l'avantage. Voilà, on va laisser la place aux questions et réponses. Donc, bien sûr, vous découvrirez cela en détail, mais les autres étapes sont celles de la préparation au réemploi et de la construction finalement avec les matériaux de réemploi. Et là, enfin, comme rêvé par certains, mais toujours avec les précautions d'usage, une liste de prix estimatifs. Donc, c'est basé sur un échantillon concentré sur les années 2019 à 2021 principalement, via, via les interactions qui ont eu lieu dans le cadre du projet. Donc, bien sûr, valable sur la zone du projet et en gardant à l'esprit que les prix varient très fortement en fonction du modèle, de l'état, des quantités demandées, voire même de la période de l'année. Donc, ce sont vraiment des prix estimatifs comme cela est clairement expliqué. Je pense qu'on va se quitter ici. Et oui, donc Anaïs, on peut s'attendre à recevoir un mail dans les prochains jours, j'imagine début de semaine prochaine Oui, ou tout à plus fait, tard. avec les slides, les Voilà, liens mentionnés et un lien vers le replay de cette vidéo. c'est parfait. Merci encore pour la participation de chacun Merci à et vous. à bientôt. Merci, au revoir.